Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Pardon ? Parlement, ça a déjà commencé, Monsieur le Président. En l'espace de 6 mois, l'alerte sur la situation des finances de l'État s'est amplifiée. Situation sérieuse à laquelle nous devons évidemment nous atteler à différents niveaux. Mais tout de même, nous en voilà à découvrir l'ampleur du déficit à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros, alors que les budgets 2024 de l'État et des collectivités ont été finalisés il n'y a même pas un an. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause l'expertise des hauts fonctionnaires et autres services qui ont contribué à les préparer. La question est plutôt, que s'est-il passé ou pas passé pour qu'on découvre l'ampleur de la situation à la fin du printemps ? Cela renvoie à une autre question, celle du pilotage politique et de la vision du projet pour le pays et les moyens dédiés, sans même parler de la méthode de concertation. Plus précisément, malgré le maintien, même faible, de la croissance aux environs de 1% cette année, il s'agit d'un fiasco. Le fiasco d'une gestion économique et financière durant 7 ans, avec le tabou d'engager une réelle réforme de justice fiscale afin d'assurer les ressources de l'État en faveur de la nécessaire et urgente transition écologique, en faveur aussi de la réduction des inégalités qui pèsent entre autres sur les budgets des conseils départementaux. À cela s'ajoute au quoi qu'il en coûte sans critères, prenant en compte la diversité des situations et les écarts énormes des chiffres d'affaires et des bénéfices entre les entreprises, les commerces et les grands groupes. Or, lors des élections législatives, les électeurs et électrices ont exprimé majoritairement le souhait d'amélioration des services publics concernant la santé et l'éducation notamment, ce qui repose sur des ressources et des programmations pluriannuelles avec aussi une gestion administrative plus fluide, remettant en son cœur les professionnels et les usagers eux-mêmes, avec aussi ce que vous soulignez, Madame Coin, les questions de qualité de vie au travail, bien évidemment. Notre démographie vieillissante interroge les fondements de notre société en matière de solidarité. Il en est de même avec les plus jeunes. Au debout de la chaîne, quelle qualité de vie en regard des exigences souvent affichées dans les discours, mais dont la traduction dans les actes se heurte à de mauvais choix sous couvert de pragmatisme ou encore de réalisme budgétaire. Je vous laisse le choix de la formule, il y en a encore plein d'autres. J'en viens à la préparation du PLF 2025 en lien avec les orientations fixées par le Premier ministre Michel Barnier. Il s'agit de 40 milliards de coupes dans les dépenses publiques, au risque d'affecter durablement la vie des Français et des Françaises par encore plus de dégradation des services publics. La contribution des collectivités au redressement des finances de l'État n'est pas une première dans l'histoire récente. Les concernant, il y a des arguments insupportables dont leur automaticité ressemble à du copier-coller venant de la crise des subprimes ou même encore du pacte de Cahors. Et leur reprocher leur endettement alors qu'elles investissent tout en maintenant leur budget à l'équilibre de telle sorte qu'elles contribuent à faire tourner le pays est un non-sens qu'il faut dénoncer. Si on prend l'exemple du Conseil départemental de Côte d'Or, on sait la trajectoire du désendettement depuis 3 ans, ça fait partie de nos débats, et indépendamment des orientations budgétaires pour lesquelles nous avons des accords par ailleurs, mais ça fait partie du débat démocratique. Et même dans son rapport du 2 octobre, la Cour des comptes s'y met en imputant une partie des dérives budgétaires nationales aux collectivités territoriales et en proposant dans la foulée la suppression de 100 000 postes dans la fonction publique territoriale. Contrairement à ce qu'affirme la Cour, la hausse des dépenses de personnel dans les collectivités n'est que de 0,4% par an en moyenne, donc ce n'est pas vraiment significatif. De plus, le rapport ignore ou feint d'ignorer que les collectivités territoriales pallient au désengagement de l'État dans de nombreux domaines, celui des dépenses sociales assurées par les départements n'étant pas des moindres, vous l'avez souligné, Monsieur le Président. Les agents des collectivités sont au plus proche des habitants, lesquels ont clairement exprimé leur souhait de cette proximité qui participe à la garantie du bon fonctionnement du service public. On l'a bien vu lors de la pandémie du Covid, avec tous ces agents en première ligne qu'on saluait à l'époque et que nous devons continuer à saluer, bien sûr,
mais dont les métiers essentiels doivent être reconnus à la hauteur du service qui participe à la cohésion sociale et nationale. Cela concerne pour beaucoup les métiers sous l'égide du conseil départemental. Il faut toujours rappeler donc que les collectivités cadrées par la loi ont des budgets à l'équilibre avec des maîtrises précises de leur endettement qui leur permettent des investissements constituant des ossatures essentielles à l'échelle nationale pour le pays et pour les habitants. Monsieur le Président et chers collègues, rappelons-nous la suppression de la taxe d'habitation, de la redevance audiovisuelle ou la pérennisation du CICE par le biais de la baisse des cotisations patronales, entre autres. Le déficit budgétaire hors Covid en est le résultat. Il est plus que temps de sortir de l'impasse du tabou du recours aux impôts. L'impôt, c'est le lien entre le citoyen et la puissance publique. L'impôt, c'est aussi la contribution des différents secteurs d'activité qui bénéficient des investissements publics. Dévaloriser l'impôt, c'est fragiliser l'État, les collectivités et la puissance publique. C'est aussi fragiliser la démocratie en renvoyant le besoin de ressources via différentes corruptions ou de systèmes de gré à gré. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, chers collègues, au-delà du couperet concernant les collectivités locales dont la nôtre dans le PLF 2025, il y a matière à reprendre le chantier de l'autonomie fiscale des collectivités en adéquation avec leur niveau de compétences, en lien avec aussi des mécanismes de péréquation, assurant la solidarité entre collectivités riches et moins riches pour clarifier le cadre de la décentralisation d'une part, favoriser l'efficacité des actions des collectivités d'autre part. L'effort du redressement des comptes de l'État sera d'autant plus accepté que si chacun et chacune, chaque entreprise, chaque groupe y contribue à la hauteur de ses moyens avec une grande réforme fiscale pour plus de justice et prenant en compte la dimension de l'immense enjeu écologique et climatique. Il s'agit dès lors de s'en donner les moyens sur la base du principe pollueur-payeur qui responsabilise les acteurs et sur celui du bonus-malus qui pénalise les comportements néfastes au climat et à la biodiversité et qui soutient les actions pour la transition énergétique, écologique et la qualité de vie de toutes et tous. Je vous remercie.